Alors nous voici maintenant avec Bertrand Amar, bonjour. Salut. Alors on aimerait un peu, pour les gens qui ne connaissent pas, retracer ta carrière pour savoir comment tu en es venu à ce que tu es maintenant. Alors, moi j'étais un fan de jeux vidéo. Je suis né en même temps que le jeu vidéo, moi, en 72, donc en gros j'avais 10 ans quand il y a eu l'explosion des consoles genre Atari, etc. J'en ai eu une et depuis j'ai grandi avec le jeu vidéo et j'étais passionné depuis la même époque de radio. Donc j'ai commencé à faire de la radio sur la radio locale dans ma ville en banlieue nord à Sarcelles à 14 ans et puis je suis devenu animateur radio et un jour, une chaîne de télé cherchait un spécialiste de jeux vidéo. Moi j'avais jamais pensé vivre de ma passion du jeu vidéo. J'ai répondu à cette annonce et je suis rentré sur Canal J, voilà, et donc je suis rentré pour une chronique. Et j'ai conçu un an après l'émission Des Souris et des Roms. On a lancé Des Souris et des Roms, qui est devenu ensuite Reset. Et voilà, c'est comme ça que depuis, je suis devenu journaliste spécialisé dans le jeu vidéo. Alors nous on est assez jeunes dans l'équipe, donc on t'a connu avec Reset sur Canal J. Et depuis, qu'est-ce que tu as fait après Reset? En fait, Reset, c'est une émission que j'animais, mais que je produisais aussi. J'ai une société de production. Donc ça fait plus de 10 ans que je produis des émissions, pas seulement des émissions de jeux vidéo, c'est dans les émissions de jeux vidéo qu'on me voit parce que c'est ce qui me passionne le plus, mais je produis également des émissions ou des documentaires sur d'autres thématiques. Donc j'ai beaucoup produit des émissions, je produis des prime time pour France 3, des émissions que j'ai parfois animées comme Buzz sur W9 ou que j'ai pas animées comme ASAP sur W9. Voilà, et ensuite je suis revenu à l'animation d'une émission de jeux vidéo sur Direct Star avec l'émission Star Player il y a un an. Mais voilà, c'est à dire que même quand on ne me voit pas animer des émissions de jeux vidéo, j'en produis. J'ai produit les émissions de Gameblog notamment pour ce qui s'appelait déjà Direct Star, pour MCM également. Voilà, donc moi je suis passionné par le traitement du jeu vidéo à la télé, quoi. Et est-ce que tu essayes ou tu as réussi, parce qu'on n'en voit quand même pas trop, sur les chaînes du service public à importer des émissions de jeux vidéo? Parce que je sais que Marcus lui essaye. Alors ouais, je dois dire que j'ai beaucoup essayé à une époque et on me répondait que le jeu vidéo était segmentant, excluant, et moi je leur disais non, c'est pas vrai. Et pourtant, rétrospectivement, ils avaient raison, parce qu'à l'époque où je le présentais, le jeu vidéo n'intéressait pas assez de monde. Aujourd'hui, on le voit ici au Paris Games Week, il y a 200 000 personnes, c'est un des plus grands salons du monde en termes de fréquentation. Le public français a cette spécificité, c'est qu'il aime les jeux vidéo, mais il aime également la culture du jeu vidéo. Et ça, c'est pas partout, c'est pas dans tous les marchés. On a vraiment cette spécificité en France d'aimer les créateurs, de s'intéresser. Il n'y a pas d'autre pays que la France qui propose autant de livres sur l'histoire du jeu vidéo, de biographies de créateurs de jeux vidéo. Il n'y a qu'en France qu'on trouve tout ça. Donc aujourd'hui, le jeu vidéo est indéniablement une culture populaire. Et je pense qu'effectivement, le moment est venu pour qu'il y ait une émission culturelle autour du jeu vidéo. Le problème du jeu vidéo, c'est qu'il a été toujours présenté à la télé dans des émissions de tests, preview, news, qui ont une construction héritée des magazines de jeux vidéo. Alors que depuis ça, il y a eu Internet. Et l'info, maintenant, on l'a sur Internet. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Star Player, c'est de réduire la partie info pour augmenter la partie culture, interviewer des créateurs, proposer des reportages, tout ce qu'on ne peut pas avoir simplement en 100 caractères sur Twitter ou même sur un site web. Donc je pense que le public aujourd'hui est mûr. Maintenant, en plus de ça, les directeurs des chaînes sont plus en phase avec le jeu vidéo. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont 40 ans, ils ont grandi avec le jeu vidéo. Il y a 10 ans, les gens qui dirigeaient les chaînes assimilaient encore le jeu vidéo à un truc de môme. Donc les choses changent et oui, il y aura une émission probablement sur le service public de jeux vidéo. On a vu que tu as été invité sur le plateau d'ITélé. C'était pour défendre quoi Paris Games Week, le jeu vidéo en lui-même? Quand on dit qu'on est invité à la télé, dans ta question, c'est pour défendre, tu vois. C'est-à-dire que pour les joueurs, le jeu vidéo est toujours attaqué. On a l'impression qu'il a besoin de se défendre. Alors, en même temps, on voit souvent des journalistes qui disent aux personnes invitées,
les jeux vidéo c'est violent, c'est une drogue, il y a des addicts. Non mais t'as raison, mais donc, tu vois, c'est ça qui doit changer. Il y a une mauvaise image du jeu vidéo. Ouais, mais c'est vrai. Et ce que j'ai apprécié dans l'intervention que j'ai fait sur iTélé, c'est que pas une fois, les mecs ont attaqué le jeu vidéo. Donc ça veut dire que les choses sont quand même en train de changer. Effectivement, il y a eu un sujet récemment aux 20h de France 2 que j'ai pas pu voir parce qu'ils l'ont supprimé de leur replay, mais visiblement qui posait problème. Mais en même temps, sur TF1, dans les 20h, il y a de plus en plus de sujets, avec notamment le journaliste Fabrice Collaro, qui couvre l'E3. L'E3, cette année, il était aux 13h de Pernod, il était aux 20h de TF1. Donc les choses changent, et elles changent quand même dans le bon sens. Donc je pense que c'est le sens de l'histoire. On est arrivé avec un truc que les personnes installées ne comprenaient pas. Et puis aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les journaux. Hier, il y a eu 3 pages dans Le Parisien, qui était quand même un message positif sur le jeu vidéo. Donc je pense que voilà, les choses changent dans le bon sens. Et au niveau de la radio, tu continues de faire de la radio, tu te concentres vraiment sur des émissions télévisuelles? J'ai toujours fait de la radio. J'ai arrêté il y a 1 an de faire de la radio, puisque à la fin on me demandait, j'étais sur Énergie, et on me demandait de faire un truc qui me convenait pas, de parler de choses vraiment formatées pendant 20 secondes, etc. C'est pas ce que je sais faire, c'est pas ce que j'aime faire, donc j'ai fait le choix d'arrêter la radio sous cette forme. Mais ça me travaille, et aujourd'hui j'ai pas le temps parce que mon activité en production télé et web me prend beaucoup de temps, mais c'est vrai que j'aimerais bien refaire de la radio. Et au niveau de Paris Games Week, est-ce que tu fais beaucoup de conventions comme ça? Est-ce que c'est important d'aller près de ton public, des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, qui suivent, qui regardent tes émissions? Ouais, moi franchement j'adore ça. C'est pour ça que si je suis sur Twitter, c'est justement pour échanger avec les gens qui me suivent, et également pour les suivre. Je fais partie de ces gens qui suivent beaucoup de gens sur Twitter. Moi je suis 1000 personnes, c'est énorme, mais ça me permet un peu d'être au milieu d'eux, de voir ce qu'ils se disent, ce qu'ils s'échangent, de voir leur goût, leur tendance, et de pouvoir être vraiment à l'écoute du public pour lequel je fais mes émissions ou mes contenus web. Donc c'est ça ce que je trouve génial avec Twitter. Si tu te mets sur Twitter sans lire ce que les gens disent, juste en balançant de l'info, je vois pas l'intérêt d'aller sur Twitter. Alors là c'est pareil sur le Paris Games Week. Moi j'adore rencontrer comme toi les gens qui me suivent, qui sur Twitter me disent ouais on peut te croiser, t'interviewer. Moi je suis toujours disponible, je dis toujours oui, parce que j'aurais aimé quand j'avais mes émissions sur mes radios locales, de pouvoir poser des questions aux gens que j'avais envie d'interviewer à l'époque. Donc aujourd'hui moi je suis disponible pour tous ceux qui le veulent. Je participe à des podcasts, etc. Toujours avec vachement de plaisir, quoi. Alors nous on est de la génération admirative, on va dire, de ton travail de d'autres animateurs dans le même cas. Pour les jeunes d'aujourd'hui qui voudraient se lancer dans le même type de travail, journaliste jeux vidéo, est-ce que tu as un conseil à leur donner? Ouais, je dirais déjà que c'est vachement plus facile que pour nous, parce que nous, quand on a commencé, il n'y avait pas Internet. Donc ça veut dire que si on avait envie de s'exprimer, si on avait des choses à dire, si on avait des choses à partager, il fallait aller à la télé, et il n'y en avait pas beaucoup des chaînes de télé, il y en avait moins qu'aujourd'hui. Ça veut dire que c'était juste hyper difficile. Moi j'ai eu énormément de chance, je reconnais, j'ai eu énormément de chance de pouvoir lancer des émissions de jeux vidéo dans les années 90. Aujourd'hui maintenant, il y a des appareils comme ça qui ne doivent pas coûter bien cher. Un appareil photo comme ce Lumix qui est en train de nous filmer. Aujourd'hui voilà, tu peux prendre la parole avec peu de moyens. Tu peux lancer ta chaîne sur YouTube, et on voit le phénomène des youtubeurs qui ont des millions de vues. Donc aujourd'hui, si tu as un truc à dire, dès lors que c'est intéressant, dès lors que tu es passionné, tu vas trouver naturellement ton public avec Facebook, avec Twitter, avec YouTube. Et aujourd'hui, moi-même, je ne considère pas la télé comme un écran différent de celui d'Internet. Je m'intéresse à des choses qui m'intéressent, qu'elles soient diffusées à la télé ou sur le web. Pour moi, c'est un écran, c'est la même chose. Et le conseil que j'ai à donner aux personnes qui ont envie de faire ce métier, que ce soit animateur ou journaliste, c'est de ne pas attendre que la télé vienne vous chercher, parce que l'avenir il est plutôt sur Internet qu'à la télé. Donc prenez la parole sur Internet, lancez vos chaînes, faites vos vidéos, entraînez-vous, il faut se filmer, c'est comme ça qu'on travaille. Moi dans mes premières années de radio, j'animais tout le temps. J'attendais pas d'être à la radio. J'animais dans la bagnole, j'animais chez moi, à voix haute comme ça, parce que c'est des automatismes qu'on acquiert. Et si on attend d'être devant une caméra ou d'être devant un micro pour s'entraîner, on ne va pas progresser.
Donc allez-y, faites des vidéos. Si vous n'êtes pas content, vous les mettez pas en ligne. Et vous les refaites. Et quand vous êtes content, vous les mettez en ligne. Faut de l'envie, de la persévérance. Faut bosser. De toute façon, il n'y a pas de secret. Ça a l'air facile comme ça, mais la règle numéro 1, c'est qu'il faut bosser grave. Ça, je suis bien placé pour le savoir, je fais tout moi-même. Exactement, c'est du boulot. C'est du boulot. J'essaye. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. mais t'es en train d'y arriver là. Non mais c'est comme ça. Je veux dire, il faut pas attendre que ça nous arrive tout cuit. Aujourd'hui, tout le monde a les moyens de se lancer. Et les exemples sont nombreux sur YouTube de mecs qui deviennent des stars. J'ai eu Bartek là, il peut pas se déplacer. Il peut pas se déplacer sur le Paris Games Week. Voilà, il a lancé sa chaîne YouTube aujourd'hui. J'ai vu qu'à la soirée de lancement Paris Games Week, il y avait Norman et Hugo. Par exemple. Qui eux ont gagné leur vie grâce à YouTube. Mais exactement, Norman, Cyprien, tous ces mecs, ils sont sortis sur le net. Et ils font un carton. Et ils font un carton et ils n'ont pas eu besoin de la télé. C'est pareil pour le reste. La télé, c'est un écran comme un autre. Mais faut pas s'imaginer qu'il y a plus de moyens en télé. Aujourd'hui, il y a des émissions sur le net qui ont plus de moyens que certaines émissions en télé, quoi. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Mais je t'en prie. Bonne fin de salon, bon courage. Ouais, et puis à bientôt. Le plus dur, c'est de garder la voix sur ce salon, quoi. Merci pour cette interview et à la prochaine. À bientôt, ciao. Alors maintenant, on est avec Julien de Gameblog. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. En fait, sur notre blog, nous, on fait découvrir aux gens qui ne connaissent pas des personnalités des univers dont on traite sur notre blog. Et on aimerait savoir, en fait, que tu nous retraces un peu ta carrière, comment tu en es venu au journalisme spécialisé dans le jeu vidéo. Alors, moi, ça fait un bon bout de temps maintenant, puisque ça fait un peu plus de 16 ans que je fais ce métier. J'ai commencé à l'époque dans la presse papier sur des magazines comme Joypad, PlayStation Magazine, voilà. Et puis au fur et à mesure, moi ce qui m'intéresse c'est toujours d'apprendre des nouvelles choses, de se remettre en question, je pense que c'est important. Et j'ai bossé aussi pour Game One en télé. J'ai fait pas mal de choses en télé en fait. J'ai bossé pendant 12 ans en télévision, que ce soit sur Énergie 12, sur MCM, donc sur Game One, etc. Et là maintenant depuis 5 ans, eh bien, il y a une vraie belle aventure avec d'anciens collègues de l'époque de Joypad et PlayStation Magazine. Et ça s'appelle gameblog.fr. Vraiment, c'est un site de jeux vidéo. Alors, ça a le mot blog parce que l'épine dorsale, c'est l'info du jeu vidéo. Et puis, il y a vraiment une partie communautaire dans laquelle vous pouvez créer vos blogs. Moi, j'ai aussi mon blog à l'intérieur de Gameblog. Chacun des rédacteurs aussi. Et comme ça nous permet d'avoir d'essayer le plus possible d'être au plus proche de l'actu du jeu vidéo, mais aussi des joueurs. C'est aussi pour ça que je suis là à un événement comme la Paris Games Week. C'est super important de voir ce que les joueurs apprécient au-delà de ce que même on peut imaginer. Alors nous, on a eu Julien Tellou et Bertrand Hamar qui nous parlaient de communiquer avec ceux qui les regardent via les réseaux sociaux. On voit que tu es beaucoup sur Twitter. Est-ce que pour toi, c'est important de communiquer avec tes fans? Aujourd'hui, je pense en 2012, quand tu travailles dans les médias et quand tu travailles dans un média aussi dynamique que le jeu vidéo, c'est clairement indispensable d'être actif sur Twitter, sur Facebook. Parce que moi je pense que vraiment on peut pas être juste dans notre tour d'ivoire, on écrit des news et puis les joueurs on les écoute pas, on les regarde pas, on communique pas avec eux. C'est pas possible, c'est en tout cas plus possible. Et moi je trouve ça vraiment génial de pouvoir dialoguer comme ça directement entre passionnés. Voilà, et des événements comme la Paris Games Week, ça permet de le faire en vrai, ce que je trouve encore mieux, parce qu'il n'y a rien de mieux que pouvoir le dire en face. En plus, on ne s'exprime pas toujours pareil en face que derrière son écran, pour certains en tout cas. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment super cool, et je trouve ça super important. Et donc c'est important donc, d'échanger dans des salons comme ça, mais il n'y a pas que la Paris Games Week. Est-ce que tu fais d'autres salons où tu rencontres d'autres fans? Bien sûr, il y a la Japan Expo, alors qui n'est pas dédiée exclusivement aux jeux vidéo, mais c'est des cultures qui sont transversales et du coup bien sûr qu'il y a beaucoup de joueurs aussi. Il y a eu d'autres salons, Gameblog était présent par exemple à l'Ankama Convention, puis il y a plein d'autres événements aussi parfois qu'on organise nous à Gameblog, ou parfois même au hasard des rencontres, et c'est ça qui est vraiment cool. Moi j'adore papoter directement, je trouve que il n'y a rien de mieux, donc, parce qu'à la base, ce qu'il ne faut pas oublier quand même,
c'est qu'avant d'être journaliste, ménestrel, ce que vous voulez, bah, on est des joueurs. Et c'est surtout important de ne jamais l'oublier. On a la chance d'être de l'autre côté du miroir et donc de pouvoir être des joueurs privilégiés, de tester les jeux en avant-première, de les découvrir, bonjour, avant tout le monde. Et si on le garde exclusivement pour nous, moi je trouve que ça sert à rien. Donc il faut le transmettre. J'ai suivi cette affaire, alors c'est quoi ça? Tu peux nous expliquer ce que c'est le ménestrel anti-blasitude? Ah oui, le ménestrel anti-blasitude. Bah, tout simplement, sur Internet, les forums, mais c'est pas lié que aux jeux vidéo, hein. En politique, en économie, tu vas sur Le Monde, tu vas sur Libé, etc., tu regardes les forums. Ah ben alors monsieur, t'as pas vu qu'il y avait une caméra? Et ben les gens, généralement, passent beaucoup de temps à dire ce qu'ils n'aiment pas, etc., et beaucoup moins à qu'est-ce qu'ils aiment. Et je trouve qu'il faut réinsuffler, surtout dans le jeu vidéo, qui est du divertissement, on parle pas de choses importantes, et bien de l'enthousiasme. Et les ménestrels anti-blasitude, c'est pas contre d'autres joueurs, c'est contre un état d'esprit général qui est de toujours dire c'était mieux avant, ouais mais bon j'aime pas, et passer des heures. Moi il y a un truc que vraiment je comprends pas, c'est quand j'aime pas une série, et ça m'arrive, série télé, quand j'aime pas un jeu, et ça m'arrive plein de fois, en l'occurrence dernièrement, un gros jeu qui vraiment m'a pas emballé, c'est Resident Evil 6, je trouve qu'il est vraiment moyen quoi. Bah, le dire, bien sûr, évidemment, tout n'est pas merveilleux, tout n'est pas bien, etc. Mais pourquoi s'apesantir pendant des heures et aller perdre tout ce temps à convaincre les autres que c'est nul, c'est à chier, que c'était mieux avant, etc. Pourquoi pas plutôt passer du temps à dire ouais mais moi il y a plein de jeux qui m'intéressent, que j'aimerais faire partager, faire découvrir aux autres. Et voilà, les ménestrels anti-blasitude, c'est des gens qui se reconnaissent dans un état d'esprit positif, pas contre d'autres personnes, et surtout qui n'oublient pas d'être enthousiastes. Voilà. Ben, on espère que le message est bien passé et on te remercie pour cette interview. Pas de soucis. Bonne fin de salon et bon courage. Bah toi aussi. Merci. Et à vous aussi.